Nous avons vu dans la dernière vidéo que la présence d'une vie intelligente ailleurs dans la galaxie n'est pas une évidence. Mais on a aussi vu qu'en fait, on manque surtout de valeur à rentrer dans les cases de l'équation de Drake pour nous en faire une idée réaliste. On sait aussi que faire des statistiques à partir d'un seul cas, c'est tout pourri et que ça ne garantit absolument pas de tomber sur quelque chose de juste. Mais il n'y a pas pour autant rien à apprendre du seul cas d'apparition de la vie que l'on connaisse, à savoir celui de la Terre. Après tout, ça fait quand même un bout de temps qu'on étudie notre planète et la vie qu'elle abrite. C'est certes pas assez pour faire des statistiques à l'échelle de l'univers, mais c'est un bon début pour essayer de mettre la main sur ce qui semble être les règles universelles qui peuvent éventuellement nous aider à envisager ce qui se passe ailleurs. Donc aujourd'hui, je vous propose de jeter un œil à notre passé pour essayer d'affiner un petit peu les valeurs qu'on souhaite entrer dans l'équation de Drake. Alors, avant de commencer, on va tout de suite se débarrasser d'un argument religieux assez répandu. Vous avez tous entendu parler du créationnisme qui sévit notamment aux États-Unis avec tout un pan de la population qui pense que le monde est né en une semaine il y a 6000 ans de la volonté d'un grand barbu en toge. Et normalement, à part les 2-3 créationnistes qui regardent cette vidéo, vous savez tous que la Genèse est une cosmogonie comme une autre qui n'a aucune valeur scientifique. Mais parmi vous, il doit y en avoir un peu plus qui tiennent le raisonnement suivant. L'univers tout entier semble fait pour que la vie sur Terre apparaisse. Les lois de la physique, l'agencement du système solaire, les conditions sur Terre, tout semble le fruit d'un bienheureux hasard menant à l'apparition de l'homme, tant et si bien qu'on peut se demander si c'est vraiment un hasard. Alors, vous tous qui pensez comme ça, désolé, mais oui, c'est un hasard. Et c'est précisément parce que c'est un hasard que vous pensez que c'en est pas un. Je m'explique. Prenez 1 million de gens et tirez-en un au hasard à une loterie où il n'y aura qu'un seul gagnant ou pas de gagnant du tout. Les joueurs ne sont pas au courant du tirage au sort et ils n'en sont informés que s'ils gagnent. Si un jour un mec frappe à votre porte pour vous dire que vous avez gagné quelques millions à une loterie, vous allez sûrement vous dire que c'est grâce à votre bonne étoile, à une intervention divine suite à vos prières ou encore parce que vous le méritez. Bref, de votre point de vue, vous êtes spécial, chanceux, ça devait tomber sur vous. Mais si on regarde le tirage dans son ensemble, on sait qu'il fallait que ça tombe sur quelqu'un. Si ça tombait sur quelqu'un d'autre, il aurait aussi invoqué sa bonne étoile. Et si jamais il n'y avait pas de gagnant, il n'y avait par la même occasion personne pour se sentir spécial ou chanceux. Maintenant, faisons la même chose dans la galaxie. 200 milliards d'étoiles avec, mettons, une chance sur 500 millions de développer une vie intelligente, ça fait toujours 400 systèmes stellaires habités. 400 systèmes stellaires où les habitants se sentent probablement tout aussi seuls dans l'univers que nous et peuvent eux aussi se dire que c'est Dieu qui les a placés là. Mais non, c'est pas Dieu, c'est le hasard. On peut se sentir spéciaux ou privilégiés par Dieu, mais la vérité, c'est que si la vie ne s'était pas développée sur Terre, vous seriez simplement pas là pour vous en féliciter. C'est ce qu'on appelle un argument tautologique. Pour se féliciter d'être une espèce intelligente, il faut être une espèce intelligente. Mais derrière tout ça, il n'y a que de la chance. Et sur toutes les planètes stériles, ou même les planètes habitées par de simples animaux, personne n'est là pour s'extasier des merveilles d'un quelconque dieu. Maintenant, si la vie est une loterie dont nous sommes les gagnants, la vraie question c'est à quel point avons-nous de la chance? Et qu'on se le dise, on a le cul bordé de nouilles. Pour développer mon propos, je vous propose de passer en revue l'histoire de la Terre. Pour cette vidéo, j'ai dû lire pas mal de trucs et je vous avouerai que plus ça allait, plus j'en avais des sueurs froides à réaliser à quel point notre chance tient de la dernière des insolences. Alors, on va revenir assez loin en arrière. Au début, donc, nous avons la nébuleuse primordiale, la nébuleuse qui a donné naissance au Soleil. On estime aujourd'hui qu'elle a été déstabilisée par l'explosion d'une supernova à proximité qui s'est effondrée pour donner naissance au système solaire. Les chances que celle-ci donne naissance à une étoile sont normales. Ouais, c'est le mécanisme même par lequel les étoiles naissent, et on observe ça un peu partout dans la galaxie. Néanmoins, on a déjà eu du bol à ce moment-là, parce que cette nébuleuse se trouvait dans une région calme de la galaxie. Si notre Soleil était né dans une région très dense, genre près du cœur de la Voie lactée, la proximité des autres étoiles aurait balayé le système solaire de rayonnement pas trop propice à l'apparition de la vie. Peut-être même qu'elles auraient déstabilisé l'orbite des planètes. Un autre avantage à notre situation dans notre galaxie, c'est que c'est une zone riche en éléments lourds, parce que
c'est chaud de faire une chimie complexe avec juste de l'hydrogène et de l'hélium, mais bon, on va voir ça plus tard. Et pour finir, cette nébuleuse, en s'effondrant, a donné naissance à une étoile stable. C'est-à-dire pas une étoile variable dont le cycle aurait pu compliquer les choses, pas non plus une géante bleue qui vit à peine quelques dizaines ou centaines de millions d'années, ou une naine rouge qui vit longtemps mais dont les sautes d'humeur et les éruptions répétées auraient régulièrement tout stérilisé sur leur passage. Notre étoile fait partie d'une population minoritaire, là où les naines rouges par exemple sont beaucoup plus communes. Donc rien que par sa position et ses caractéristiques, le Soleil est déjà pas n'importe quelle étoile. Est-ce qu'on peut commencer à parler de chance ? Oui, je pense. Alors évidemment, a priori, rien n'interdit la vie d'apparaître près d'une étoile d'un autre type. Mais faut reconnaître que le Soleil est plutôt peinard. Ça aide. Ça, c'était il y a 4,6 milliards d'années. Et autour du Soleil se forment les protoplanètes, dont la Terre. Durant cette période, les vents solaires étaient plutôt intenses, ce qui a eu une conséquence assez intéressante, celle de souffler les éléments les plus légers vers l'extérieur du système solaire. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec les éléments lourds qui s'agglomèrent en planètes telluriques à proximité de l'étoile, et les éléments plus légers tels que l'hydrogène et l'hélium qui forment les géantes gazeuses dans une zone plus reculée. Et là, on a encore un gros coup de bol. Sur l'orbite de la Terre se trouve une autre protoplanète, Theia, qui faisait approximativement la taille de Mars et qui se trouvait sûrement sur l'un des points de Lagrange de la Terre. Sauf qu'un machin de cette taille-là, ça peut pas rester sur une pareille orbite de manière stable pendant très longtemps. Donc ce qui devait arriver arriva, Theia quitta son orbite pour venir faire un bisou cosmique à la prototerre il y a environ 4,45 milliards d'années. De ce gigantesque impact résultent plusieurs choses, dont certaines assez importantes pour la suite. D'abord, les débris éjectés donnent naissance à la Lune, et ensuite le noyau riche en fer de Theia a fusionné avec le noyau terrestre, ce qui dote notre planète d'un très gros noyau. Par la suite, la Lune participera activement à la stabilisation de la Terre sur son axe, tout en la protégeant au moins en partie de l'impact de gros astéroïdes susceptibles de la stériliser. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la Lune pour voir qu'elle a mangé sévère. Et le gros noyau de fer né de la fusion des protoplanètes, par sa rotation, équipe la Terre d'un fort champ magnétique, particulièrement efficace pour nous protéger des vents solaires. Mais ce genre d'impact entre protoplanètes n'est a priori pas une exception. Il suffit de regarder Mercure et Vénus pour s'en rendre compte. Mercure n'a plus de croûte, son manteau est apparent, et Vénus tourne à l'envers. À part des impacts géants, il n'y a pas grand-chose qui pourrait provoquer ça. Mais on notera quand même que dans l'histoire, on est les seuls à s'en tirer avec une lune. Un peu plus loin se forment Jupiter et Saturne, deux grosses planètes avec une grosse attraction gravitationnelle. Et c'est justement le bordel qu'elles génèrent qui a rassemblé la plupart des astéroïdes restants dans la ceinture qui se trouve entre Mars et Jupiter. Pendant qu'ils sont cantonnés là, ils ne viennent pas nous survoler de trop près. Et éviter des impacts réguliers d'astéroïdes massifs, ça aussi c'est un avantage non négligeable. Bon, évidemment, là encore, c'est difficile de juger de l'exceptionnalité de cette situation. Mais quand même, c'est bien que ce soit arrivé. Cette période, on l'appelle le précambrien. Parce qu'au Cambrien, il s'est passé un truc qui tranche avec tout le reste, mais on en reparle plus tard. Donc on rassemble tout ce qui s'est passé avant le Cambrien dans le précambrien. Le précambrien, on le divise en 3 grandes périodes. Et celle où on se trouve là s'appelle l'Adéen, du nom du dieu grec des enfers, Hadès. La période de formation du système solaire, c'est à peu près 600 millions d'années. Durant les 200 premiers millions, la Terre est une boule de roche en fusion qui grossit graduellement au rythme des impacts d'astéroïdes. Un océan de magma d'un bon millier de kilomètres de profondeur recouvre la planète tandis que la plus grosse partie du fer qui la constitue plonge vers son cœur sous l'effet de son propre poids. Pense que le lien avec les enfers vous paraît clair. Le dégazage de ce magma donne naissance à la première atmosphère de la Terre que l'on pense aujourd'hui constituée de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, d'azote, de chlore, de méthane et d'ammoniac. On a de grosses incertitudes sur la pression qui règne alors parce qu'on tente de déterminer celle-ci sur la base des bulles de gaz que l'on trouve enfermées dans des magmas solidifiés de cette époque. Mais quand on fait ça, on trouve des résultats assez contradictoires, qui vont d'une atmosphère très ténue à un enfer similaire à Vénus. Après l'impact de Theia, la première croûte continentale commence à se former. C'est à peu près à la même période qu'advient le grand bombardement tardif qui a apporté l'eau sur Terre, au moins en partie, celle-ci ayant probablement été asséchée par l'impact de Theia si elle en comportait avant. C'est aussi ce grand bombardement tardif qui serait à l'origine de la plupart des gros impacts visibles encore aujourd'hui sur la Lune. Dès que la température passe sous le point de fusion de l'eau, celle-ci commence à tomber en pluie, une pluie intense qui durera des millions d'années et remplira les océans. Alors, notez que j'ai dit dès que la température passe le point de fusion de l'eau, et pas dès que la température tombe sous les 100 degrés. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a de gros doutes sur la pression à cette époque-là, et si elle était, comme certains modèles le suggèrent, beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui,
on a pu avoir sur Terre une pluie d'eau liquide à 200 degrés, voire plus. AD1. Quoi qu'il en soit, 600 millions d'années après la naissance du système solaire, commence alors la période suivante, l'Archéen. On définit le début de cette période par une chose, les premières roches. Parce que ouais, avant on n'avait que du magma solidifié, c'est pas tout à fait la même chose, mais on va garder les cours de géologie pour une prochaine fois. Donc, il y a 4 milliards d'années, la Terre est formée, couverte d'une croûte et d'océans. La pression atmosphérique est là encore sujette à débat, entre un quart de la pression actuelle pour les plus pessimistes à une pression similaire à celle que l'on a aujourd'hui pour les optimistes. Mais on sait qu'au début de l'Archéen, il n'y a pas d'oxygène dans l'air et il fait chaud. Très chaud. La croûte terrestre est encore très fine et le cœur de la planète, encore très riche en éléments radioactifs, irradie encore plein de chaleur. On trouve très peu de terres émergées, la quasi-totalité de la Terre est recouverte d'eau. Et là, il se passe un truc bizarre. La vie apparaît tout de suite. Mais genre tout de suite. Vous avez sûrement déjà entendu parler des stromatolites. Ce sont des formations calcaires dues à une activité bactérienne. En gros, les dépôts de la colonie de bactéries s'accumulent jusqu'à former une sorte de roche sédimentaire. Eh bien, il se trouve que les plus anciens stromatolites connus ont 3,5 milliards d'années. En 2015 a été publiée une recherche menée sur un zircon vieux de 4,1 milliards d'années dans lequel on a retrouvé des chaînes carbonées que l'on soupçonne provenir d'un être vivant. Et dans certains dépôts retrouvés au Québec dans la ceinture des roches vertes d'un endroit que je vais vous citer uniquement par écrit, qui sont parmi les roches les plus vieilles connues, une équipe de scientifiques affirme avoir découvert en 2017 un fossile de bactéries possiblement vieux de 4,28 milliards d'années. Autrement dit, on a des indices de la présence de la vie dès la fin de l'AD1. Sans compter que les micro-organismes se fossilisent peu ou laissent globalement peu de traces de leur passage. Donc je vous laisse imaginer tous ceux qui ont dû nous passer sous le nez. Dont certains peut-être encore plus anciens. On ne saura probablement jamais à quand remonte le premier organisme vivant sur Terre. Et franchement, essayer d'imaginer de telles échelles de temps, ça fiche le tournis. Donc, si je vous dis que c'est bizarre, c'est parce qu'a priori, les êtres vivants les plus anciens remontent à une période où les conditions sur Terre ne correspondaient pas vraiment à ce qu'on appelle un environnement accueillant. La première conclusion que l'on peut tirer à ce stade, pour revenir à l'équation de Drake, c'est que l'apparition de la vie est a priori aisée. S'il suffit d'une planète aussi invivable que la Terre à la fin de l'AD1 pour voir apparaître la vie aussi rapidement, c'est que ça doit être un processus relativement simple. Relativement. Une autre hypothèse est bien évidemment que la vie soit arrivée, toute faite et toute prête, à bord d'un astéroïde et ait prospéré ensuite sur Terre comme ça. J'en ai déjà parlé bien évidemment, ça c'est la théorie de la lithopanspermie cosmique. Mais d'où vient cette vie-là et comment elle est apparue là où elle est apparue, ça pose les mêmes questions. Mais si on considère que la vie doit apparaître sur une planète avant d'espérer voyager à bord d'un caillou spatial, on peut aussi directement se demander comment la vie apparaît. Et si du coup elle pouvait apparaître directement sur Terre. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'expérience de Miller-Urey en 1953 à l'université de Chicago. Le principe est relativement simple. On prend les conditions supposées de la Terre à l'AD1 avec une atmosphère de méthane, d'ammoniac, d'hydrogène et d'eau, on chauffe le tout en y faisant passer des décharges électriques pendant une semaine, puis on ouvre et on regarde ce qu'il y a dedans. Au bout d'une semaine, Miller et Urey ont trouvé des molécules organiques comme l'urée, le formaldéhyde, l'acide cyanhydrique et carrément des acides aminés qui sont la base de la fabrication des protéines. Cette expérience a donné naissance à l'expression « soupe primordiale ». Mais s'ils ont trouvé ce que l'on appelle les briques du vivant, c'est-à-dire les éléments de base pour le fonctionnement de la vie, ils n'ont pas trouvé cette dernière. Cela dit, on notera que s'ils ont obtenu ce résultat en une semaine, on peut tenter d'imaginer ce que ça donnerait si on laissait mijoter quelques millions d'années. Bien évidemment, il faut garder à l'esprit que cette expérience a été basée sur ce que l'on pense être l'atmosphère de l'AD1. Mais bon, si les briques du vivant semblent faciles à obtenir, le vivant, c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, on considère deux hypothèses pour l'apparition de la vie, et grosso modo, on les base sur deux conceptions de la vie aussi. D'abord, on peut considérer que la vie, c'est une série d'automatismes qui fonctionnent ensemble, c'est un système qui n'est pas en équilibre thermodynamique, et donc qui peut entretenir certaines réactions chimiques qui sont ce que l'on appellera le processus métabolique. Les systèmes de ce genre les mieux fichus perdurent, ceux qui possèdent carrément la capacité de se reproduire le font, et ceux qui sont bancals se contentent de mourir dans un coin. En 1922, le russe Alexandre Oparin a décidé de mélanger des protéines histones, c'est-à-dire une sorte de molécule que l'on trouve dans les chromosomes autour desquels l'ADN s'enroule, avec de la gomme arabique.
Il a obtenu des petites sphérules, un peu dans le style de ce que vous obtenez si vous faites une vinaigrette. Ces petites sphérules, que l'on appelle des coacerva, sont séparées du monde extérieur par une membrane, comme la membrane des cellules. Sauf que les membranes des cellules sont faites de lipides et pas celle-là. Quoi qu'il en soit, mises en présence des bons catalyseurs, c'est-à-dire quelques acides aminés, des sucres, des acides gras, etc., ces coacerva se sont mis à grossir et à se répliquer par division. Bon, le problème, c'est que par ce système, il n'y a pas de transmission d'hérédité, donc difficile d'avoir ne serait-ce qu'un début de génome à faire évoluer. Et c'est là qu'on en vient à la deuxième vision de la vie. Car la vie, c'est aussi la transmission d'une information, l'hérédité. Autrement dit, la capacité d'un organisme à transmettre les plans qui servent à le reproduire à l'identique à sa descendance. Et si on prend le problème dans ce sens-là, il nous faut pour l'apparition de la vie un acide nucléique. Certaines de ces molécules relativement simples parviennent cependant à se répliquer. On peut donc envisager de les considérer comme des êtres vivants. Dans un livre publié en 1986, Walter Gilbert parle d'un monde à ARN, une sorte de soupe primordiale où des molécules d'acide ribonucléique se reproduisent toutes seules avant l'apparition de capsules de lipides où elles vont s'enfermer et qui donneront les premières cellules. Et comme certains brins d'ARN peuvent se répliquer et donc transmettre une information à leurs descendants, donc une hérédité, on a presque tout ce qu'il faut pour que l'évolution se mette en place. La modification progressive des acides ribonucléiques finissant par voir apparaître l'acide désoxyribonucléique, aussi abrégé ADN. Mais bon, pour le moment, on ne sait pas reproduire l'apparition de la vie en labo. Donc la question reste largement ouverte. Mais on peut quand même se hasarder à quelques affirmations. D'abord, si des molécules de seulement quelques centaines d'atomes peuvent se reproduire toutes seules, simple question de proba, on peut comprendre qu'il n'ait pas fallu des milliards d'années pour qu'elles apparaissent. C'est notamment ça qui nous fait penser que les formes de vie primitives pourraient se trouver un peu partout dans l'univers, pourvu qu'on ait 2-3 choses sur notre liste des courses, à savoir les composés de base pour obtenir les briques du vivant, et un solvant où toutes les réactions nécessaires puissent avoir lieu. Donc ceci devrait vous éclairer un petit peu sur l'intérêt qu'on porte à Encelade et Europe. Et comme on a pu détecter la formation de molécules organiques sur Titan, on est allé jeter un œil. Mais bon, l'atterrisseur Huygens n'était pas spécialement conçu pour détecter des formes de vie. Donc on n'a rien trouvé. Une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi on cherche de la vie extraterrestre dans l'eau et pas dans un autre milieu? Parce que, de ce qu'on en connaît, la chimie du vivant est extrêmement complexe. Et de toute façon, il faut bien ça pour obtenir un métabolisme aussi compliqué que celui d'une cellule à la fin. Pour qu'une telle horlogerie se mette en route, il faut une grande variété de composés chimiques. Et toutes les combinaisons ne fonctionnent pas. Notamment, pour pouvoir obtenir des molécules complexes, il faut des chaînes carbonées. Le carbone, c'est un atome bien pratique puisqu'il est capable de faire 4 liaisons covalentes, c'est-à-dire se lier à 4 autres atomes. Et c'est la condition sine qua non pour faire des molécules longues de centaines, voire de milliers d'atomes. Si on regarde le tableau de Mendeleïev, on constate que dans la même colonne, le seul autre candidat sérieux, c'est le silicium. Mais franchement, c'est mal barré. Le silicium se trouve en quantité bien plus importante que le carbone sur Terre et pourtant, il n'existe aucune forme de vie basée dessus. C'est pas une preuve que c'est impossible, mais bon, disons que ça met la puce à l'oreille. Et le meilleur moyen que ces réactions chimiques se produisent, c'est qu'elles aient lieu dans un solvant. Et un excellent solvant disponible en grande quantité, c'est l'eau. Autrement dit, si vous cherchez la vie, commencez par chercher de l'eau. Donc en résumé, on a de bonnes raisons de croire que l'apparition de la vie primitive est quelque chose de facile à l'échelle de l'univers. Parlons maintenant un peu de Lucas. Non, pas lui. Oh, et puis allez, si, on va le représenter comme ça quand même, parce que Lucas, c'est un organisme unicellulaire, c'est pas très fun ni très parlant. Au moins avec la tête de Squeezie, je suis sûre que ça va vous aider à vous rappeler de lui. Ah, et je dis pas que Squeezie est comparable à un organisme unicellulaire, hein. Un peu de respect, c'est juste pour la mémorisation. Lucas, c'est l'acronyme de Last Universal Common Ancestor, le dernier être vivant qui soit l'ancêtre commun de toutes les formes de vie sur Terre. Mais avant de parler de Lucas, évoquons brièvement ce qu'il n'est pas. D'abord, Lucas n'est pas le plus ancien organisme ayant vécu sur Terre. Il peut y avoir d'autres organismes qui ont vécu avant lui, mais qui n'ont pas eu de lignée jusqu'à aujourd'hui. Lucas n'est pas non plus notre plus ancien ancêtre commun, c'est le plus récent. Il a pu lui-même avoir des ancêtres, mais il est le premier à avoir donné naissance aux organismes qui sont les ancêtres de toutes les grandes familles du vivant. Bon bref, Lucas a notamment donné naissance à 2 grands domaines d'êtres vivants, les bactéries et les archées, les 2 domaines étant regroupés sous le terme commun de prokaryotes. Les prokaryotes, ce sont des organismes assez simples, puisqu'ils sont constitués de matériel génétique et d'une membrane qui tient tout ça au chaud. C'est en gros la définition de ce que sont les bactéries. Les archées, c'est comme les bactéries, sauf que les processus chimiques qu'elles utilisent dans leur métabolisme sont différents.
Un peu comme les moteurs essence et diesel. C'est tous les deux des moteurs thermiques avec des pistons, mais ils sont pas conçus pareil et ils fonctionnent pas de la même manière. Bon, les biologistes vont me tomber dessus, donc qu'on soit bien clair, c'est pas du tout comme ça. C'est juste pour vous faire comprendre que les bactéries et les archées, c'est pareil, tout en n'étant pas pareil. Oui. Quoi qu'il en soit, ces bactéries et ces archées sont les ancêtres de tout ce qui vit sur Terre. En 2010, une étude du MIT publiée dans la revue Nature affirme qu'une analyse génétique de grande envergure conduit à dire que 27% des gènes qui circulent actuellement dans la nature viennent de l'époque de Lucas, notamment ceux de la photosynthèse. Lucas qui d'ailleurs était déjà vachement évolué. Si on considère qu'il a refilé à tout le vivant 3 brins d'ARN et 34 protéines communes à tout ce qui vit, ça fait un bon paquet de matos. C'est assez dingue de se dire qu'on est les cousins d'absolument tout ce qui vit sur Terre et qu'il y a 4 milliards d'années, il y a un micro-organisme de rien du tout qui allait coloniser la Terre entière et donner des séquoias, les vélociraptors, les astronautes, la peste bubonique, les gilets jaunes et les rats top nus. Cependant, si Lucas était si évolué, on est en droit de penser qu'il était lui-même issu d'une longue lignée et qu'il partageait sa soupe primordiale avec d'autres formes de vie qui ne sont pas parvenues à tirer leur épingle du jeu. Ou bien qu'il était le seul capable d'exister. Si Lucas a coexisté avec d'autres formes de vie basées sur une chimie différente, pourquoi est-il le seul dont la descendance est arrivée jusqu'à aujourd'hui? Première hypothèse, parce qu'il aurait eu du bol. Bah oui, il aurait pu tout bêtement survivre à un cataclysme qui aurait décimé les autres, ou s'être trouvé dans des conditions favorables au développement de ses semblables, ce qui l'aurait amené, lui et ses frangins, à se trouver en surnombre par rapport aux autres et à leur mettre la pâtée. Si Lucas est le seul à avoir eu une descendance jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être juste le hasard. Et si c'est le cas, et qu'on découvre de la vie ailleurs, on pourrait tomber sur des formes de vie très exotiques. Mais une autre hypothèse est envisageable. Lucas aurait été la seule forme de vie capable d'exister. Bah oui, on l'a vu avant, la chimie du vivant, c'est une horloge bien réglée. Et si ça se trouve, ces 3 brins d'ARN et ces quelques protéines, bah c'est le b.a.-ba de la vie. Le matériel minimum si vous voulez vivre et vous reproduire. Peut-être bien que Lucas a coexisté avec d'autres formes de vie, mais dont la chimie trop rudimentaire ou pas assez adaptée les a menés à leur inéluctable perte. Simplement parce qu'ils étaient trop fragiles pour arriver à avoir une descendance ou supporter la concurrence de Lucas. Si c'est le cas, et que Lucas était le seul organisme concrètement capable de donner naissance à une pléthore d'autres formes de vie dans les conditions qui régnaient alors sur Terre, ça voudrait dire que si on découvre un jour une autre planète avec des conditions physico-chimiques similaires à celles de la Terre et hébergeant une forme de vie, celle-ci aurait en commun avec nous cet ARN et ces protéines absolument nécessaires, la rendant similaire à nous à un point de bizarrerie assez énorme, bien que nous n'ayons aucune origine commune. C'est chaud quand même. Bref, qui a été Lucas, il est l'ancêtre de 2 types d'êtres vivants. Les bactéries, c'est-à-dire un brin d'ADN enfermé dans une bulle de lipides, et les archées, qui sont la même chose, mais en différent. Et si on fout la paix à une planète quelques millions d'années, on a des raisons de croire que ce genre d'organisme pourrait popper dans l'eau assez facilement. Mais, à ce moment-là, le système solaire et la Terre ont quelque chose comme 500 millions d'années, et la vie apparaît. La vie simple. Pour atteindre le palier suivant et voir vraiment la vie exploser, il va falloir attendre 3,5 milliards d'années. 3,5 milliards d'années pendant lesquelles il vaut mieux éviter que la Terre soit stérilisée, sinon on repart à zéro. Nous sommes donc il y a 4 milliards d'années et les prokaryotes existent. Mais à partir de là, il faut attendre 1,3 milliard d'années pour voir les premiers eucaryotes, c'est-à-dire des cellules avec des cellules dedans. À un moment de l'évolution, une cellule en a absorbé une autre. Mais plutôt que de la bouffer, les deux ont décidé de vivre en symbiose, la grosse protégeant la petite du milieu extérieur et la petite produisant des ressources pour la grosse. C'est certainement le cas, par exemple, des mitochondries. Ce sont des organites qui produisent l'énergie de vos cellules. Ce sont en quelque sorte des bactéries qui vivent dans vos cellules et dont l'ADN n'est pas le même que le vôtre. Elles sont là parce que dans un lointain passé, bien avant l'apparition de l'humain, elles ont décidé de devenir colocataires. On appelle ça l'endosymbiose. Et il faut croire que ce processus est compliqué, puisqu'il a fallu plus d'1 milliard d'années pour qu'elles finissent par s'entendre. Les plus anciennes traces que l'on ait d'eucaryotes sont les Grippania spiralis, qui remontent à 2,2 milliards d'années, découverts dans le Michigan et le Montana, ainsi qu'en Chine et en Inde. Alors on sait en revanche pas si ce truc est unicellulaire ou pluricellulaire, et on sait pas où le mettre dans les groupes taxonomiques. En gros, on le soupçonne fortement d'être une branche cassée de l'évolution.
Ceux dont on est sûr qu'ils sont pluricellulaires, ce sont les fossiles de Franceville au Gabon datés de moins 2,1 milliards d'années. Et ceux-là non plus, on ne sait pas s'ils ont évolué jusqu'à aujourd'hui ou s'ils ont disparu en chemin sans laisser de lignée, et on a des trous de centaines de millions d'années entre ces êtres pluricellulaires et les suivants que l'on connaît dans l'histoire de la Terre, à savoir les algues rouges que l'on date d'il y a 1,2 milliard d'années. Donc dites-vous bien que sur toute cette période, on a encore des méga trous. Quoi qu'il en soit, avant d'arriver au Cambrien, on va devoir revenir en arrière. Il y a 3,5 milliards d'années, on trouve les cyanobactéries, des prokaryotes qu'on appelle algues bleues, et qui sont à l'origine des fameuses stromatolites dont on a parlé précédemment. Et si vous pensez que nous, humains, on pollue notre environnement, attendez de voir ce qu'elles ont fait. Bon, on les appelle algues bleues, mais en fait leur couleur peut aller du vert au violet, en passant par le bleu justement. Mais l'information importante ici, c'est qu'elles fixent le carbone du CO2 par photosynthèse et libèrent de l'O2, du dioxygène donc, qui est toxique pour elles. Ce dioxygène, elles le rejettent là où elle se trouve, c'est-à-dire dans l'océan. Et il va aller se fixer sur tout ce qui peut être oxydé, notamment le fer, qui se met à rouiller. Et là, on arrive à la troisième grande période du précambrien, le protérozoïque, il y a 2,4 milliards d'années. À ce moment-là, il n'y a plus de fer à rouiller, les océans finissent par être saturés de dioxygène qui s'échappe dans l'air. Et comme il est toxique pour les bactéries anaérobies, c'est-à-dire celles qui n'utilisent pas de dioxygène dans leur métabolisme, elles se sont tirées une balle dans le pied. Enfin, je ne pas de pied, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bref, c'est le début de la catastrophe de l'oxygène, aussi appelée grande oxydation. Mais c'est pas fini. Dans l'air, il y a encore beaucoup de méthane, et le méthane, c'est un excellent gaz à effet de serre. À cette période, le soleil est encore jeune et ne brille pas aussi fort qu'aujourd'hui. Il faut donc bien ça pour maintenir une température clémente sur Terre. Mais l'oxygène réagit avec le méthane et laisse derrière lui du CO2, qui est un très mauvais gaz à effet de serre en comparaison. Donc l'effet de serre baissant, la température baisse, jusqu'à ce qu'on arrive à la grande glaciation huronienne, entre moins 2,4 et moins 2,1 milliards d'années. Probablement la plus longue et la plus intense période de glaciation que notre planète ait connue, qui ne laissait probablement qu'une mince bande d'eau liquide à l'équateur. Mais après ces 300 millions d'années, la fonte des glaces charrie plein d'éléments nutritifs dans les océans, ce qui favorise le développement des bactéries qui ont survécu, bactéries photosynthétiques, qui relâchent d'énormes quantités de putain et recommence. Mais ce coup-ci, vu qu'il n'y a plus de méthane à faire réagir, l'oxygène s'accumule dans l'air jusqu'à grimper à 4%. Ce qui est bien peu par rapport à aujourd'hui, mais qui était énorme à ce moment-là. Et c'est la présence de cet oxygène qui permet l'apparition de formes de vie aérobies, c'est-à-dire qui respirent comme nous. En plus de ça, l'oxygène réagit dans les hautes couches de l'atmosphère avec les rayonnements UV du soleil pour former de l'ozone O3, ozone qui protège alors le sol des mêmes rayonnements et qui permet un accroissement de la biodiversité. Autrement dit, la vie aérobie actuelle provient de l'adaptation de la vie anaérobie à un environnement qu'elle avait elle-même rendu toxique. Ça, c'est la première fois qu'on a failli y passer. Ou du moins la plus ancienne dont on ait une trace. Bon, pendant qu'on est dans le protérozoïque, on va encore parler de la dernière période de celui-ci qu'on appelle l'Édiacarien et qui commence il y a 635 millions d'années. Pourquoi je m'arrête là ? Bah parce que même si on n'a pas trop l'air, cette vidéo parle d'extraterrestres. Et la faune de l'Édiacarien, c'est bien chelou. On peut y trouver des animaux en forme de disques, de gouttes et tout un tas de trucs extrêmement bizarres, notamment parce qu'on n'arrive pas, eux non plus, à les ranger dans des cases. Ces animaux ne ressemblent en rien à ce que l'on connaît aujourd'hui. Vous vous souvenez de Lucas ? Bah parmi ses descendants, on trouve ça, dont il ne reste aucune trace aujourd'hui dans le vivant. Ce sont des branches cassées de l'évolution, des trucs dont la lignée n'est pas arrivée jusqu'à aujourd'hui. Si vous vous perdiez dans le temps et l'espace pour échouer sur Terre il y a seulement 500 millions d'années, et quand je dis seulement, c'est parce que les premiers dinosaures sont presque aussi proches de ces animaux que nous sommes proches des premiers dinosaures. Bref, à cette époque, vous seriez face à une faune primitive d'animaux qui n'ont rien à voir avec la Terre que vous connaissez. Ni les dinosaures, ni rien du genre. D'ailleurs, la Terre elle-même serait méconnaissable, avec une atmosphère dans laquelle vous ne pourriez pas respirer. Vous seriez en terrain extraterrestre, sur votre propre planète. Quoi qu'il en soit, on arrive doucement au moment où ça devient intéressant. Le Cambrien. Et au Cambrien, il se passe un truc décisif qu'on appelle l'explosion cambrienne. Quoi, tu nous balances un gros cliffhanger là, au calme ? Bah ouais, attends, la vidéo elle est déjà vachement longue, et si je regarde le script, bah, il y a encore au moins autant après, alors... Ouais, mais bon, t'as même pas fait un semblant de conclusion, rien. J'ai pas envie.
Et puis c'est ça le principe du cliffhanger, hein. Là ils sont tous en haleine, ils veulent connaître la suite et tout. Ouais, mais c'est raide comme fin, je veux connaître la suite moi maintenant. Bah va falloir attendre le prochain épisode. Mais bon, au pire s'ils en veulent plus, en attendant ils peuvent aller voir ta chaîne ou tes épisodes chez String Theory, hein. Ah ouais, ils peuvent faire ça. Mais attention, hein, le prochain épisode a intérêt à sortir dans les temps, hein. Sinon pouce rouge, hein. Je vais être obligée. C'est pas très gentil ça. Bah je m'en tape.